Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Le Premier ministre Robert Begremambe et le président ghanéen ont ouvert à Accra, au Ghana, le siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une infrastructure qui va impulser la veille stratégique et l'accélération de toutes les réformes adoptées pour le bonheur des agriculteurs. Ce siège est surtout le signe de la volonté des deux pays d'unir leurs forces pour la pérennité de l'économie cacaoyère. C'est au Burkina Faso que le ministre d'État, ministre de la Défense, lui, s'est rendu aujourd'hui. Tenebi Raima Ouattara a rencontré dans la ville de Niangoloko, à 65 km de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, son homologue burkinabé, au centre des échanges, le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Et puis, le dossier VDC de ce 23h est consacré au collège de proximité, construit dans les zones les plus reculées du pays. Ces établissements d'enseignement viennent résoudre le déficit de salles de classe sur l'étendue du territoire national. Des collèges de proximité construits dans le cadre du projet de désendettement et de développement et symbolisent la vision du gouvernement ivoirien de scolariser tous les jeunes garçons et filles. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. C'est un grand pas pour les producteurs de cacao. Le siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est officiellement inauguré depuis hier, jeudi 18 avril. Les deux pays au sommet de la production mondiale du cacao veulent unir par cet acte leurs forces et travailler à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le siège a été inauguré en présence du Premier ministre Robert Begremambe et le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le reportage de notre envoyé spécial Lanciné Bakayoko. Un acte symbolique pour une économie cacaoyère plus forte, l'ouverture officielle du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader de la cacaoculture, bénéficient encore trop peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. Cette situation a amené les présidents Alassane Ouattara et Dankwa Nana Akufo-Addo à poser les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans une filière très compétitive. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacaoculture durable. L'initiative Cacao est le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent des réformes, anticipent les chocs et élaborent des dispositifs de rémunération stables. D'autres actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont également à signaler. Il s'agit notamment de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000. Cette norme panafricaine est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes. Il y a aussi l'opération dos à dos d'arrachage intensif des pieds des cacaoyers infectés par la maladie du Choulen-Chout, lancée aux frontières Côte d'Ivoire-Ghana. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative Cacao, est déterminé à garantir l'avenir de l'économie cacaoyère en compagnie de la Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international
à la mesure de notre représentativité. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de l'offre mondiale du cacao. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu aujourd'hui à Niangoloko, au Burkina Faso. La localité est située à 65 km de la frontière ivoirienne. Tené Birahima Ouattara a effectué ce voyage pour discuter avec son homologue burkinabé. Au centre de leurs échanges, la lutte contre le terrorisme aux frontières des deux pays. La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est nécessaire, comme vous le verrez, pour venir à bout de l'ennemi commun, Moussa Konaté. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara, en visite de travail à Niangoloko, localité de la région des Cascades, au Burkina Faso, à 65 km de la frontière ivoirienne. Après les honneurs militaires, une séance de travail avec le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Une rencontre en présence des autorités administratives de Niangoloko. Au menu des échanges, la coopération militaire et la planification d'opérations conjointes contre le terrorisme. Un grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les deux ministres de la Défense ont affiché leur engagement à renforcer la coopération sur le plan de la sécurité afin d'assurer la stabilité aux frontières des deux pays. Dans l'actualité parlementaire, les députés ivoiriens viennent de donner quitus au gouvernement pour renforcer les pouvoirs d'action de la RTI, l'autorité de régulation du transport intérieur. Elle existe depuis 2014, créée par la loi d'orientation du transport intérieur. La RTI, à en croire le ministre des Transports, doit nécessairement connaître une amélioration dans sa mission, d'où la ratification du projet de loi portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur. La séance en commission s'est tenue hier jeudi 18 avril 2024 et les députés membres de la commission des affaires économiques et financières ont adopté à l'unanimité le texte présenté par Amadou Koné, le constat de Konaté Moussa et Bernabé Conan. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à moderniser le secteur du transport. Une volonté traduite en actes grâce à de nombreuses réformes. Au nombre des initiatives, la loi d'orientation du transport intérieur adoptée en 2014. Cette loi a permis la création de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI. 10 ans après, cet organe administratif indépendant voit ses pouvoirs renforcés. Le ministre des Transports présente aux députés le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur. Nous sommes venus à l'Assemblée nationale pour permettre la ratification donc, de cette loi, ce qui permettra à l'autorité de régulation du transport intérieur, donc, qui a commencé ses activités en 2021, d'avoir plus de pouvoir pour sanctionner, d'avoir plus de pouvoir pour obliger les acteurs du secteur des transports, notamment les nouveaux, en ce qui concerne donc, le transport urbain, les VTC donc, en particulier, mais également faire en sorte que toutes les concessions que nous avons dans le transport intérieur, donc concessions tant dans le transport lagunaire, concessions au niveau du transport terrestre, que toutes ces concessions-là soient respectées. Donc, ce qui nous permet de faire un suivi régulier de l'ensemble des contrats, des concessions que nous avons et de faire en sorte que les engagements qui sont pris par les acteurs de transport, que ces engagements-là soient respectés. Donc, je suis très, très heureux que l'Assemblée nationale donc, soutienne le gouvernement dans la modernisation donc, du transport intérieur en Côte d'Ivoire. L'une des réformes de la politique de modernisation du transport en Côte d'Ivoire, c'est la vidéoverbalisation.
opérationnel depuis mai 2021 afin de lutter efficacement contre l'incivisme routier. À ce jour, le ministère des Transports enregistre plus de 9 millions de cas de verbalisation. Dans le cadre du permis à points, 229 permis de conduire ont été invalidés. 201 permis de conduire ont perdu entre 8 et 11 points. Et cette page noire dans ce journal, l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, a été inhumé ce vendredi à Bouaké après la prière mortuaire à la grande mosquée de la capitale du Békay. Plusieurs autorités politiques et administratives, des amis, des proches, mais des collaborateurs aussi, étaient autour de la famille de ce brillant magistrat, Laure Goretti, Kader Sogodogo. Vendredi 19 avril 2024, une journée teintée de tristesse et de recueillement pour Bouaké. Le corps sans vie de l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, exposé à la grande mosquée pour la prière mortuaire. Tous sont présents pour vivre ces derniers moments avant l'inhumation. Famille, proches, admirateurs, autorités et hommes politiques. L'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, décédé le lundi 8 avril à l'âge de 71 ans, s'en va à jamais, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur le cœur de ses proches. Nous ici, particulièrement à Bouaké, nous sommes très tristes parce qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion de se retirer d'Abidjan, c'est ici, donc il venait se reposer. Nous perdons un frère, nous perdons un papa qui était de très bons conseils, très discret et qui avait une affection particulière donc pour Bouaké, qu'il repose en paix. Et que donc la femme, Colette et les enfants puissent supporter cette épreuve qui nous touche nous tous. En ce jour de deuil, Bouaké a non seulement dit adieu à un fils et à un sage, mais a aussi rendu hommage à une figure emblématique de la justice ivoirienne. Mais avant d'être porté sous terre, Mamadou Koné était ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ancien président du Conseil constitutionnel et jusqu'à son dernier souffle, président du Conseil supérieur de la magistrature, un homme de droit, un brillant magistrat qui a fait honneur à la corporation. Et justement, ses pairs lui ont retourné cet honneur en l'élevant au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la justice. Le reportage d'Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré. Des oraisons funèbres teintées d'éloges à l'égard de l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature ce jeudi. Le président Koné Mamadou s'en va, mais il restera dans le souvenir de ses pairs. Ces derniers ont décidé de l'honorer. Koné Mamadou s'en va, il laisse à chacun d'entre nous un seul message. La probité, l'honnêteté, la sincérité dans le comportement du juge qui lui-même fait partie de sa déontologie. Le corps judiciaire vient de lui rendre un grand hommage, ce qui nous réconforte, ce qui nous rassure. Et sans être heureux, parce qu'on a perdu quelqu'un, on est réconforté par de tels actes. Cet hommage de la République et cet hommage de ses pairs nous réconforte. Quelques instants plus tôt, la dépouille de l'ex-président du Conseil constitutionnel avait reçu les hommages de la grande famille judiciaire, des hommages également de la part de tous les corps constitués. Au plan de la promotion et de l'indépendance judiciaire, tu as œuvré pour le renforcement de l'indépendance de la magistrature, garantissant ainsi que nos juges puissent exercer leurs fonctions sans ingérence politique. Au plan de la protection des droits fondamentaux, tu as été un fervent défenseur des droits de l'homme et veillé à ce que la magistrature protège les droits et libertés des citoyens. En retour, la famille du brillant serviteur de l'État qu'il fut a eu des mots de remerciement pour l'ensemble du système judiciaire. L'hommage auquel nous venons d'assister de la part de la grande famille judiciaire nous a donné de façon éclatante l'excellente qualité des rapports que notre époux, notre père et notre frère
a eu avec vous au cours de sa totale et pleine vie professionnelle. Vous avez bien voulu qu'après la sépulture, le vrai tombeau de Mamadou soit le corps des vivants. Votre empathique dévouement constitue pour la famille un réel motif de consolation. Une médaille à titre posthume à sa famille et sa toge à sa fille Christelle, magistrate, à elle désormais de perpétuer la tradition. Et comme le dit si bien cet excellent émérite écrivain africain, ne dites pas des morts qu'ils sont morts, car les morts ne sont pas morts. La Côte d'Ivoire, pour sûr, saura bénéficier de l'héritage du président Mamadou Koné. Nous arrivons au dossier Vidici, consacré ce soir aux 51 collèges de proximité construits dans les contrées les plus reculées de Côte d'Ivoire, des établissements dont le style de construction est séduisant et offre un beau cadre d'apprentissage aux enfants. Le chiffre va d'ailleurs connaître une augmentation, car ces collèges de proximité sont le fruit de la volonté du gouvernement ivoirien d'offrir à chaque enfant les meilleures conditions de scolarisation. Ils sont construits dans le cadre du projet de désendettement et de développement. La rédaction fait le bilan de ce projet important pour l'éducation dans ce dossier réalisé par nos équipes. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, direction Ferré-Mandougou, localité du département d'Odiéné, région du Denguélé. Une bourgade d'environ 1800 habitants où les populations ont accueilli il y a quelques années un établissement scolaire moderne, un collège de proximité. Un type d'école tout à fait normal, mais construit en zone rurale pour permettre une meilleure scolarisation des jeunes élèves et réduire leur exode vers les villes. Bonjour classe. Dans cette salle de classe, Fabrice Kouakou dispense ce jour-là un cours de physique-chimie. La trentaine d'élèves inscrits dans cette classe de 3e composeront cette année le BEPC. Pour les y aider, les professeurs affectés ici sont au préalable formés à l'École nationale supérieure, mais avec une particularité propre au collège de proximité, le système de bivalence des enseignants. Je suis professeur bivalent de profil physique et SVT, et il y a certains de mes collègues qui sont dans les salles là-bas, et ils sont histoire géo français, et il y a français et DAC. Enseigner 2 matières pour combler le manque de professeurs dans les zones rurales, l'un des enjeux majeurs des établissements de proximité, comme celui-ci, construit pour 15 villages. Le nombre moyen de villages pour une école de proximité, une aubaine pour les 45 295 élèves des zones rurales. Autrefois, la plupart d'entre eux étaient contraints de quitter leur famille pour une grande ville, une fois le CPE en poche. Ça nous arrange que nous soyons près de l'école, ça nous évite plusieurs difficultés. Aller loin pour avoir des tuteurs malveillants, tout ça nous fera du mal dans nos études. Non, rester près de nos parents, ça nous évite beaucoup de problèmes. On peut se lever tôt, venir vite aller en classe pour suivre les cours. Ça nous permet de réviser tranquillement, c'est pas de mettre la pression sur nous-mêmes et de bien réviser les cours pour bien suivre, pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Des cours sont dispensés à ces élèves dans des installations modernes, au même titre que ceux des grandes villes. Alors, on se verra la semaine prochaine. Le cours de chimie à peine achevé pour Fabrice Kouakou, direction une autre salle de classe. Alors, on va commencer le cours de SVT. Grâce au système de bivalence instauré dans ces collèges de proximité, les élèves peuvent bénéficier de l'ensemble du programme scolaire annuel, ce qui contribue à améliorer leur performance scolaire, comme a pu l'observer le directeur de cet établissement. On a quand même une augmentation du taux de réussite. Grâce au suivi des enfants, nous arrivons vraiment à faire des résultats nettement mieux. De meilleurs résultats grâce à un suivi particulier rendu possible pour les parents aussi. Ils peuvent régulièrement s'enquérir du niveau de leurs enfants grâce à l'informatisation du fichier scolaire. Les collèges de proximité, une initiative mise sur pied à travers tout le pays. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France, et qui vise aussi à doter ces établissements ruraux d'équipements de pointe.
C'est le cas ici à Banfla, dans le centre-ouest ivoirien. Un autre collège de proximité a la même architecture où se tient dans cette salle multimédia un cours d'informatique. Des travaux pratiques sur le logiciel Excel. Donc si vous appuyez le bouton que $ sort pas, vous appuyez maintenant Cap Log. Une initiation à l'outil informatique pour ces jeunes élèves en classe de 4e. Avec les cours d'informatique, j'ai appris à travailler avec le logiciel Excel. Et j'ai appris à faire des tableaux, des recherches. C'est la première fois que j'apprends à travailler sur un ordinateur. Nous avons commencé sur un site provisoire avant d'intégrer les locaux du CDD. Ici, nous sommes dans de bien meilleures conditions de travail parce que le CDD nous a équipés. Nous avons reçu du mobilier, des bureaux, nous avons reçu une salle informatique, également du matériel sportif. L'avènement des collèges de proximité est un ouf de soulagement pour les populations de ces communautés villageoises où la déperdition scolaire est courante. Pour scolariser leurs enfants dans des écoles convenables, les parents étaient obligés de les envoyer à Boisflé, à plusieurs dizaines de kilomètres des villages. C'était difficile, même pour qu'on se déplace à aller voir les parents et les élèves à Boisflé, on avait des problèmes, des difficultés. Et tu n'as pas l'argent. Et tu vas aussi là-bas, c'est pour louer maison, tout ça. Maintenant, là, il n'y en a plus. Les enfants sont auprès de nous, on s'est débrouillé. Nos enfants, ils étaient petits. Boisflé, c'est vraiment loin. Bon, l'école, là, à côté, on a vraiment le regard sur eux, on les suit. Bon, leur éducation aussi, par rapport aux études, nous, on les suit. Quand ils viennent, on essaie de voir vraiment les matières qu'ils ont fait, on essaie de les suivre aussi. Grâce au C2D, l'État de Côte d'Ivoire ambitionne de doter certaines sous-préfectures de collèges de proximité. À ce jour, 51 ont déjà ouvert leurs portes et une dizaine en cours d'ouverture. Ce sont 71 milliards de francs CFA qui ont été investis dans l'éducation de base. À terme, 250 collèges de proximité seront construits et équipés sur toute l'étendue du territoire. Et c'est une preuve palpable de l'action gouvernementale dans le secteur de l'éducation. En marge du 7e forum sur le financement de la santé auquel il prend part, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a eu plusieurs rencontres à la Banque mondiale. Adama Camara s'est entretenu avec le responsable du développement humain à la Banque mondiale. Il a également eu des échanges avec le chef économiste de la santé, Moulay Idrissine Eddine El Idrissi. On fait le point de toutes ces rencontres avec Herman Guivet, notre envoyé spécial à Washington. Réunion du printemps de la Banque mondiale, séance de travail entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, et la responsable du programme de développement humain à la Banque mondiale, Heba El Gascar. Elle a en charge la coordination des projets et des travaux d'analyse dans les domaines de la protection sociale, de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Au centre de leurs échanges, le projet OURI, un projet d'identification communautaire cher à la Banque mondiale, projet confié au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. À la demande du président de la République, nous avons opté pour un système d'identification au niveau de la couverture maladie universelle de dernière génération, l'enrôlement biométrique. Et la Banque mondiale a été fortement séduite par ce système d'enrôlement, un système antifraude. Nous travaillons sur ce sujet-là avec toutes les perspectives d'utilisation qui pourraient être faites des données biométriques. Adama Camara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a ensuite eu une séance de travail muée en partage d'expérience avec le chef économiste de la santé pour l'Europe, l'Asie centrale, autour d'une question majeure: comment étendre l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel. Les objectifs que nous poursuivions, faire des cotisations sociales la première source de financement de la santé. Nous sommes venus nous imprégner des connaissances de la Banque mondiale qui déjà à Abidjan nous appuie sur comment faire pour que notre économie, qui est dominée par le secteur informel, assez productif, nous puissions prélever
à la source des cotisations sociales, aussi bien pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. La Banque mondiale, non seulement nous soutient, mais va nous appuyer en termes d'expertise pour que ce chantier important que nous avons commencé à Bassam devienne une réalité. Cette rencontre du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, ici à la Banque mondiale, avec les spécialistes sur l'extension de la couverture maladie universelle aux travailleurs du secteur informel, vient ainsi clore la série de rencontres initiées par le ministre dans le cadre des réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Bien entendu, d'autres activités du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, sont prévues. Il s'agira pour lui de rencontrer les personnels de la mission en permanente, ceux de l'ambassade, afin de les sensibiliser sur la complémentaire. L'activité aura également lieu du côté de New York et dans l'après-midi, le ministre Adama Camara rencontrera les communautés ivoiriennes afin de les sensibiliser sur le régime social du travailleur indépendant. Et bien sûr, mon très cher Herman Guivet, nous pourrons compter sur vous pour le point de toutes ces activités. Le sillage illégal a fait et continue de faire tant de mal à la forêt ivoirienne. Et si rien n'est fait, la déforestation pourrait prendre plus d'ampleur. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, n'entend pas rester les bras croisés. Il veut mettre fin au sillage illégal. Et pour relever ce défi, il est en conclave à Yamoussoukro avec autour de lui les maillons essentiels des Eaux et Forêts pour des réflexions poussées afin d'asseoir des stratégies efficaces. C'est ce que nous montre Kader Sogodougou. Laurent Tchagba et les Eaux et Forêts sonnent l'heure du combat contre le sillage illégal. Le pays dispose à ce jour de 5 451 255 hectares de forêt, ce qui représente 17% de sa superficie. Des efforts sont consentis à travers différents programmes de reboisement pour restituer à la Côte d'Ivoire son couvert forestier d'antan. Malheureusement, d'autres pratiques viennent mettre en mal cette ambition. En bonne place, le sillage illégal. Après différents accords à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne, le temps est venu pour la Côte d'Ivoire de retrousser les manches pour mener le combat contre ces scieurs clandestins. J'ai voulu que nous réunissions pour trouver des solutions durables à ce problème sérieux du sillage illégal qui détruit de plus en plus nos forêts. Et ce phénomène met à mal tous nos efforts et tente à nous faire tourner en rond. Tant ces effets pervers agissent sur la dégradation de nos forêts, nos sols, nos faunes et nos ressources en eau. 2 jours, c'est le temps que se donne Laurent Tchagba et ses Eaux et Forêts pour sortir des résolutions fermes qui vont permettre de mettre hors de nos forêts tous ces scieurs clandestins. Basses sont pleins dans les différentes communes d'Abidjan. On voit cela maintenant. Après une semaine de festivités culturelles à Abidjan, place au bilan à mi-parcours. Le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Abou Kamaté, était l'invité de Marie-Laure Ngoran dans la page culture à 20h. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Les retombées sont énormes, pas simplement en termes d'économie, mais aussi en termes d'instruction. Nos artistes et nos opérateurs ont été formés pendant le Massa. Donc, il y a eu ce transfert de compétences qui va rester parce que le cachet, il peut être important, mais il finit un jour. Mais quand le savoir, il est là, nous l'avons pour toujours. Pour revenir sur l'aspect économique, oui, nous avons eu pour la première fois de l'histoire donc de l'événement 106 programmateurs et acheteurs du monde entier, donc de tous les continents qui sont venus en Côte d'Ivoire pour rencontrer nos artistes, les artistes ivoiriens, mais aussi les artistes africains. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons organisé ce que nous appelons les B2B, qui sont les rencontres des business. 600 rendez-vous, je dis bien 600 rendez-vous ont été tenus. Et donc cela augure de signature de contrats importants dans les jours à venir et les semaines à venir pour nos artistes. Nous allons donc décerner demain le prix féminin qui va porter le nom de notre grande chancelière honoraire, le professeur Henriette Dagri Diabaté.
Donc voilà, un groupe artistique féminin où une femme va recevoir ce grand prix pour son œuvre artistique pendant le Massa. Et je profite de votre antenne pour encore une fois remercier cette grande dame qui a été l'initiatrice de beaucoup de choses. C'était Abou Konaté, DG du Massa. Vous donnez rendez-vous demain pour la clôture. Pour la clôture à 19h. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout à fait. Et 2026 sera meilleur que 2024. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a aussi profité du Massa pour dévoiler son programme culturel. L'organisation sous-régionale explique également la raison de sa présence au Massa 13. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody, à son siège permanent. On voit cela avec Franck Kouadio. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest inscrit la culture au nombre de ses priorités depuis l'acte fondateur de l'organisation. Quoi de plus normal que la CEDEAO soutienne l'organisation du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Ces échanges avec la presse s'intègrent bien dans la dynamique. Nous sommes là dans le cadre du Massa, mais également dans le cadre de notre événement, de la visibilité, la promotion de notre événement qui est le Festival Ouest africain des arts et culture de la CEDEAO, ou plutôt de l'Afrique de l'Ouest, que nous co-organisons avec l'UEMOA et le gouvernement ivoirien. Et donc le Massa pour nous est une excellente vitrine et un événement majeur de notre région que nous avons toujours accompagné du mieux que nous pouvons. Et cet accompagnement est celui de l'émulation en plus de l'apport financier. À ce Massa 13, pour la 4e fois, les meilleurs jeunes humoristes et slameurs seront récompensés. Pour ce qui est du Festival Ouest-Africain des Arts et de la Culture, l'EcoFest aura lieu à Abidjan en septembre prochain. C'est un événement fédérateur. Nous voulons promouvoir l'intégration. Qu'est-ce qui est important pour une communauté économique régionale, quelle qu'elle soit la CEDEAO, la SADC ou n'importe quelle communauté économique régionale, c'est s'assurer que les peuples se sentent libres, tant du point de vue de leur déplacement, de leur mobilité, tant du point de vue économique. Avec la presse nationale et internationale, plusieurs questions sur les fonctions de l'organisation ont été abordées. Rappelons que la participation de la CEDEAO au Massa s'inscrit dans l'axe stratégique relatif au développement des industries culturelles et créatives. Dans l'actualité hors de nos frontières, la reconnaissance officielle de l'État palestinien par l'ONU devra attendre encore un peu. Les États-Unis ont mis leur veto contre l'adhésion des Palestiniens. Le vote au Conseil de sécurité s'est déroulé hier jeudi 18 avril. La Palestine et plusieurs pays arabes ont imploré ces dernières années l'ONU pour une adhésion de l'État palestinien, déjà reconnu par plusieurs capitales. Ce rejet ne brisera pas notre volonté, ne stoppera pas notre détermination. Nous n'arrêterons pas nos efforts. L'État de Palestine est inévitable, il est réel. C'est ce qu'a déclaré en pleurs l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. Pour rappel, le projet de résolution d'adhésion palestinienne a recueilli 12 votes pour, 1 contre et 2 abstentions. Nous arrivons au terme de ce dernier journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.